20 000 lieues sous les mers, Jules Verne. Deuxième partie. Chapitre 5, Arabian Tunnel. Ce jour même, je rapportais à Conseil et à Ned Land la partie de cette conversation qui les intéressait directement. Lorsque je leur appris que, dans 2 jours, nous serions au milieu des eaux de la Méditerranée, Conseil battit des mains, mais le Canadien haussa les épaules. Un tunnel sous-marin. Une communication entre les 2 mers. Qui a jamais entendu parler de cela? Ami Ned, aviez-vous jamais entendu parler du Nautilus? Non, il existe cependant. Donc ne haussez pas les épaules si légèrement. Et ne repoussez pas les choses sous prétexte que vous n'en avez jamais entendu parler. Nous verrons bien. Après tout, je ne demande pas mieux que de croire à son passage à ce capitaine. Efface le ciel qu'il nous conduise, en effet, dans la Méditerranée. Le soir même, par 21° 30 de latitude nord, le Nautilus, flottant à la surface de la mer, se rapprocha de la côte arabe. J'aperçus Djeddah, important comptoir de l'Égypte, de la Syrie, de la Turquie et des Indes. Je distinguais assez nettement l'ensemble de ces constructions, les navires amarrés le long des quais et ceux que leur tirant d'eau obligeait à mouiller en rade. Le soleil, assez bas sur l'horizon, frappait en plein les maisons de la ville et faisait ressortir leur blancheur. En dehors, quelques cabanes de bois ou de roseaux indiquaient le quartier habité par les Bédouins. Bientôt Djeddah s'effaça dans les ombres du soir et le Nautilus rentra sous les eaux légèrement phosphorescentes. Le lendemain, 10 février, plusieurs navires apparurent qui couraient à contrebord de nous. Le Nautilus reprit sa navigation sous-marine, mais à midi, au moment du point, la mer étant déserte, il remonta jusqu'à sa ligne de flottaison. Accompagné de Ned et de Conseil, je vins m'asseoir sur la plateforme. La côte à l'est se montrait comme une masse à peine estompée dans un humide brouillard. Appuyés sur les flancs du canot, nous causions de choses et d'autres, quand Ned Land, tendant sa main vers un point de la mer, me dit « Voyez-vous là quelque chose, monsieur le professeur? Non, Ned, mais je n'ai pas vos yeux, vous le savez. Regardez bien, là, par tribord devant, à peu près à la hauteur du fanal. Vous ne voyez pas une masse qui semble remuer? En effet, j'aperçois comme un long corps noirâtre à la surface des eaux. Un autre Nautilus? Non, mais je me trompe fort. C'est là quelque animal marin. Y a-t-il des baleines dans la mer Rouge? Oui, mon garçon, on en rencontre quelquefois. Ce n'est point une baleine. Les baleines et moi, nous sommes de vieilles connaissances. Et je ne me tromperai pas à leur allure. Attendons. Le Nautilus se dirige de ce côté, et avant peu, nous saurons à quoi nous en tenir. En effet, cet objet noirâtre ne fut bientôt qu'à 1 mille de nous. Il ressemblait à un gros écueil échoué en pleine mer. Qu'était-ce? Je ne pouvais encore me prononcer. Ah, il marche. Il plonge. Mille diables! Et quel peut être cet animal? Il n'a pas la queue bifurquée comme les baleines ou les cachalots, et ses nageoires ressemblent à des membres tronqués. Mais alors, Bon, le voilà sur le dos, et il dresse ses mamelles en l'air. C'est une sirène? Une véritable sirène? N'en déplaise à monsieur. Ce nom de sirène me mit sur la voie, et je compris que cet animal appartenait à cet ordre d'êtres marins dont la fable a fait les sirènes, moitié femme et moitié poisson. non, ce n'est point une sirène, mais un être curieux dont il reste à peine quelques échantillons dans la mer Rouge. C'est un dugong. Ordre des siréniens. Groupe des pisciformes, sous-classe des monodelphiens, classe des mammifères, embranchement des vertébrés. Cependant, Ned Land regardait toujours. Ses yeux brillaient de convoitise à la vue de cet animal. Sa main semblait prête à le harponner. On eût dit qu'il attendait le moment de se jeter à la mer pour l'attaquer dans son élément. Oh, monsieur, je n'ai jamais tué de cela. Tout le harponneur était dans ce mot. En cet instant, le capitaine Nemo parut sur la plateforme. Il aperçut le dugong. Il comprit l'attitude du Canadien et, s'adressant directement à lui, Si vous teniez un harpon, maître Land, est-ce qu'il ne vous brûlerait pas la main? Comme vous dites, monsieur.
Et il ne vous déplairait pas de reprendre pour un jour votre métier de pêcheur et d'ajouter ce cétacé à la liste de ceux que vous avez déjà frappés? Cela ne me déplairait point. Eh bien, vous pouvez essayer. Merci, monsieur. Seulement, je vous engage à ne pas manquer cet animal, et cela dans votre intérêt. Est-ce que ce dugong est dangereux à attaquer? Oui, quelquefois. Cet animal revient sur ses assaillants et chavire leur embarcation. Mais pour Maître Land, ce danger n'est pas à craindre. Son coup d'œil est prompt, son bras est sûr. Si je lui recommande de ne pas manquer ce dugong, c'est qu'on le regarde justement comme un fin gibier. Et je sais que Maître Land ne déteste pas les bons morceaux. Ah! Cette bête-là se donne aussi le luxe d'être bonne à manger. Oui, Maître Land. Sa chair, une viande véritable, est extrêmement estimée et on la réserve dans toute la Malaisie pour la table des princes. Aussi fait-on à cet excellent animal une chasse tellement acharnée que, de même que le lamantin, son congénère, il devient de plus en plus rare. Alors, monsieur le capitaine, si par hasard celui-ci était le dernier de sa race, ne conviendrait-il pas de l'épargner, dans l'intérêt de la science? Peut-être. Mais, dans l'intérêt de la cuisine, il vaut mieux lui donner la chasse. Faites donc, Maître Land. En ce moment, 7 hommes de l'équipage, muets et impassibles comme toujours, montèrent sur la plateforme. L'un portait un harpon et une ligne semblable à celle qu'emploient les pêcheurs de baleines. Le canot fut déponté, arraché de son alvéole, lancé à la mer. 6 rameurs prirent place sur leur banc et le patron se mit à la barre. Ned, Conseil et moi, nous nous assîmes à l'arrière. « Vous ne venez pas, capitaine ?» Non, monsieur, mais je vous souhaite une bonne chasse. Le canot déborda et, enlevé par ses 6 avirons, il se dirigea rapidement vers le dugong qui flottait alors à 2 miles du Nautilus. Arrivé à quelques encablures du cétacé, il ralentit sa marche et les rames plongèrent sans bruit dans les eaux tranquilles. Ned Land, son harpon à la main, alla se placer debout sur l'avant du canot. Le harpon qui sert à frapper la baleine est ordinairement attaché à une très longue corde qui se dévide rapidement lorsque l'animal blessé l'entraîne avec lui. Mais ici, la corde ne mesurait pas plus d'une dizaine de brasses, et son extrémité était seulement frappée sur un petit baril qui, en flottant, devait indiquer la marche du dugong sous les eaux. Je m'étais levé et j'observais distinctement l'adversaire du Canadien. Ce dugong, qui portait aussi le nom d'Alicor, ressemblait beaucoup au lamantin. Son corps, oblong, se terminait par une caudale très allongée et ses nageoires latérales par de véritables doigts. Sa différence avec le lamantin consistait en ce que sa mâchoire supérieure était armée de 2 dents longues et pointues qui formaient de chaque côté des défenses divergentes. Ce dugong, que Ned Land se préparait à attaquer, avait des dimensions colossales et sa longueur dépassait au moins 7 mètres. Il ne bougeait pas et semblait dormir à la surface des flots, circonstance qui rendait sa capture plus facile. Le canot s'approcha prudemment à 3 brasses de l'animal. Les avirons restèrent suspendus sur leurs dames. Je me levai à demi. Ned Land, le corps un peu rejeté en arrière, brandissait son harpon d'une main exercée. Soudain, un sifflement se fit entendre et le dugong disparut. Le harpon, lancé avec force, n'avait frappé que l'eau, sans doute. 1000 diables! Je l'ai manqué! Non, l'animal est blessé. Voici son sang. Mais votre engin ne lui est pas resté dans le corps. Mon harpon! Mon harpon! Les matelots se remirent à nager et le patron dirigea l'embarcation vers le baril flottant. Le harpon repêché, le canot se mit à la poursuite de l'animal. Celui-ci revenait de temps en temps à la surface de la mer pour respirer. Sa blessure ne l'avait pas affaibli, car il filait avec une rapidité extrême. L'embarcation, manœuvrée par des bras vigoureux, volait sur ses traces. Plusieurs fois, elle l'approcha à quelques brasses, et le Canadien se tenait prêt à frapper. Mais le dugong se dérobait par un plongeon subit, et il était impossible de l'atteindre.
On juge de la colère qui surexcitait l'impatient Ned Land. Il lançait au malheureux animal les plus énergiques jurons de la langue anglaise. Pour mon compte, je n'en étais encore qu'au dépit de voir le dugong déjouer toutes nos ruses. On le poursuivit sans relâche pendant 1 heure, et je commençais à croire qu'il serait très difficile de s'en emparer, quand cet animal fut pris d'une malencontreuse idée de vengeance dont il eut à se repentir. Il revint sur le canot pour l'assaillir à son tour. Cette manœuvre n'échappa point aux Canadiens. Attention! Le patron prononça quelques mots de sa langue bizarre, et sans doute il prévint ses hommes de se tenir sur leur garde. Le dugong, arrivé à 20 pieds du canot, s'arrêta, huma brusquement l'air avec ses vastes narines percées non à l'extrémité, mais à la partie supérieure de son museau. Puis, prenant son élan, il se précipita sur nous. Le canot ne put éviter son choc. À demi renversé, il embarqua 1 ou 2 tonnes d'eau qu'il fallut vider, mais grâce à l'habileté du patron, abordé de biais et non de plein, il ne chavira pas. Ned Land, cramponné à l'étrave, lardait de coups de harpon le gigantesque animal qui, de ses dents incrustées dans le plat bord, soulevait l'embarcation hors de l'eau comme un lion fait d'un chevreuil. Nous étions renversés les uns sur les autres, et je ne sais trop comment aurait fini l'aventure si le Canadien, toujours acharné contre la bête, ne l'eût enfin frappé au cœur. J'entendis le grincement des dents sur la tôle, et le dugong disparut, entraînant le harpon avec lui. Mais bientôt le baril revint à la surface, et peu d'instants après apparut le corps de l'animal retourné sur le dos. Le canot le rejoignit, le prit à la remorque et se dirigea vers le Nautilus. Il fallut employer des palans d'une grande puissance pour hisser le dugong sur la plateforme. Il pesait 5000 kilogrammes. On le dépeça sous les yeux du Canadien, qui tenait à suivre tous les détails de l'opération. Le jour même, le steward me servit au dîner quelques tranches de cette chair habilement apprêtée par le cuisinier du bord. Je la trouvai excellente, et même supérieure à celle du veau, sinon du bœuf. Le lendemain 11 février, l'office du Nautilus s'enrichit encore d'un gibier délicat. Une compagnie d'hirondelles de mer s'abattit sur le Nautilus. C'était une espèce de Sterna nilotica particulière à l'Égypte, dont le bec est noir, la tête grise et pointillée, l'œil entouré de points blancs, le dos, les ailes et la queue grisâtres, le ventre et la gorge blancs, les pattes rouges. On prit aussi quelques douzaines de canards du Nil, oiseaux sauvages d'un haut goût, dont le cou et le dessus de la tête sont blancs et tachetés de noir. La vitesse du Nautilus était alors modérée. Il s'avançait en flânant, pour ainsi dire. J'observai que l'eau de la mer Rouge devenait de moins en moins salée à mesure que nous approchions de Suez. Vers 5 heures du soir, nous relevions au nord le cap de Ras Mohammed. C'est ce cap qui forme l'extrémité de l'Arabie pétrée, comprise entre le golfe de Suez et le golfe d'Aqaba. Le Nautilus pénétra dans le détroit de Jubal, qui conduit au golfe de Suez. J'aperçus distinctement une haute montagne dominant entre les deux golfes le Ras Mohammed. C'était le mont Horeb, ce Sinaï, au sommet duquel Moïse vit Dieu face à face et que l'esprit se figure incessamment couronné d'éclairs. À 9h15, le bateau étant revenu à la surface, je montai sur la plateforme. Très impatient de franchir le tunnel du capitaine Nemo, je ne pouvais tenir en place et je cherchais à respirer l'air frais de la nuit. Bientôt, dans l'ombre, j'aperçus un feu pâle, à demi décoloré par la brume, qui brillait à 1 mille de nous. Un phare flottant. Je me retournai et je reconnus le capitaine. C'est le feu flottant de Suez. Nous ne tarderons pas à gagner l'orifice du tunnel. L'entrée n'en doit pas être facile. Non, monsieur. Aussi, j'ai pour habitude de me tenir dans la cage du timonier pour diriger moi-même la manœuvre. Et maintenant, si vous voulez descendre, monsieur Aronnax, le Nautilus va s'enfoncer sous les flots et il ne reviendra à la surface qu'après avoir franchi l'Arabian Tunnel. Je suivis le capitaine Nemo, le panneau se ferma, les réservoirs d'eau s'emplirent et l'appareil s'immergea d'10 de mètres.
Au moment où je me disposais à regagner ma chambre, le capitaine m'arrêta. Monsieur le professeur, vous plairait-il de m'accompagner dans la cage du pilote? Je n'osais vous le demander. Venez donc. Vous verrez ainsi tout ce que l'on peut voir de cette navigation à la fois sous-terrestre et sous-marine. Maintenant, cherchons notre passage. À 10h35, le capitaine Nemo abandonna la roue du gouvernail et, se retournant vers moi, La Méditerranée! en moins de 20 minutes, le Nautilus, entraîné par ce torrent, venait de franchir l'isthme de Suez. Chapitre 6. L'archipel grec. Le lendemain, 12 février, au lever du jour, le Nautilus remonta à la surface des flots. Je me précipitai sur la plateforme. À 3000 dans le sud se dessinait la vague silhouette de Péluse. Un torrent nous avait portés d'une mer à l'autre, mais ce tunnel, facile à descendre, devait être impraticable à remonter. Vers 7 heures, Ned et Conseil me rejoignirent. Ces deux inséparables compagnons avaient tranquillement dormi, sans se préoccuper autrement des prouesses du Nautilus. Eh bien, monsieur le naturaliste, et cette Méditerranée? Nous flottons à sa surface, ami Ned. Cette nuit même? Oui, cette nuit même, en quelques minutes, nous avons franchi cet isthme infranchissable. Je n'en crois rien. Et vous avez tort, maître Land. Cette côte basse qui s'arrondit vers le sud est la côte égyptienne. Ah, d'autres, monsieur. Mais puisque monsieur l'affirme, il faut croire monsieur. D'ailleurs, Ned, le capitaine Nemo m'a fait les honneurs de son tunnel. Et j'étais près de lui, dans la cage du timonier, pendant qu'il dirigeait lui-même le Nautilus à travers cet étroit passage. Vous entendez, Ned? Et vous qui avez de si bons yeux, vous pouvez, Ned, apercevoir les jetées du port Saïd qui s'allongent dans la mer. Le Canadien regarda attentivement. En effet. Vous avez raison, monsieur le professeur, et votre capitaine est un maître homme. Nous sommes dans la Méditerranée. Bon, causons donc, s'il vous plaît, de nos petites affaires, mais de façon à ce que personne ne puisse nous entendre. Je vis bien où le Canadien voulait en venir. En tout cas, je pensais qu'il valait mieux causer puisqu'il le désirait, et tous les trois nous allâmes nous asseoir près du fanal, où nous étions moins exposés à recevoir l'humide embrun des lames. Maintenant, Ned, nous vous écoutons. Qu'avez-vous à nous apprendre? Ce que j'ai à vous apprendre est très simple. Nous sommes en Europe, et avant que les caprices du capitaine Nemo nous entraînent jusqu'au fond des mers polaires ou nous ramènent en Océanie, je demande à quitter le Nautilus. Ami Ned, répondez-moi franchement. Vous ennuyez-vous à bord? Regrettez-vous que la destinée vous ait jeté entre les mains du capitaine Nemo? Le Canadien resta quelques instants sans répondre, puis, se croisant les bras, Franchement, je ne regrette pas ce voyage sous les mers. Je serais content de l'avoir fait. Mais pour l'avoir fait, il faut qu'il se termine. Voilà mon sentiment. Il se terminera, Ned. Où? Et quand? Où? Je n'en sais rien. Quand? Je ne peux le dire. Ou plutôt, je suppose qu'il s'achèvera lorsque ces mers n'auront plus rien à nous apprendre. Tout ce qui a commencé a forcément une fin en ce monde. Je pense comme monsieur. Et il est fort possible qu'après avoir parcouru toutes les mers du globe, le capitaine Nemo nous donne la volée à tous les trois. La volée? Une volée, voulez-vous dire? N'exagérons pas, maître Land. Nous n'avons rien à craindre du capitaine. Mais je ne partage pas non plus les idées de Conseil. Nous sommes maîtres des secrets du Nautilus, et je n'espère pas que son commandant, pour nous rendre notre liberté, se résigne à les voir courir le monde avec nous. Mais alors, qu'espérez-vous donc? Que des circonstances se rencontreront dont nous pourrons, dont nous devrons profiter, aussi bien dans 6 mois que maintenant. Ouais. Et où serons-nous dans 6 mois, s'il vous plaît, monsieur le naturaliste? Peut-être ici, peut-être en Chine. Vous le savez, le Nautilus est un rapide marcheur. Il traverse les océans comme une hirondelle traverse les airs ou un express les continents. Il ne craint point les mers fréquentées. Qui nous dit qu'il ne va pas rallier les côtes de France, d'Angleterre ou d'Amérique,
sur lesquels une fuite pourra être aussi avantageusement tentée qu'ici. Monsieur Aronnax, vos arguments pêchent par la base. Vous parlez au futur. Nous serons là. Nous serons ici. Moi, je parle au présent. Nous sommes ici et il faut en profiter. J'étais pressé de près par la logique de Ned Land et je me sentais battu sur ce terrain. Je ne savais plus quel argument faire valoir en ma faveur. Monsieur, supposons par impossible que le capitaine Nemo vous offre aujourd'hui même la liberté. Accepterez-vous ? Je ne sais. Et s'il ajoute que cette offre qu'il vous fait aujourd'hui, il ne la renouvellera pas plus tard. Accepterez-vous ? Je ne répondis pas. Et qu'en pense l'ami Conseil ? L'ami Conseil. L'ami Conseil n'a rien à dire. Il est absolument désintéressé dans la question. Ainsi que son maître, ainsi que son camarade Ned, il est célibataire. Ni femme, ni parents, ni enfants ne l'attendent au pays. Il est au service de monsieur. Il pense comme monsieur, il parle comme monsieur, et à son grand regret, on ne doit pas compter sur lui pour faire une majorité. 2 personnes seulement sont en présence, monsieur d'un côté, Ned Land de l'autre. Cela dit, l'ami Conseil écoute et il est prêt à marquer les points. Je ne pus m'empêcher de sourire, à voir Conseil annihiler si complètement sa personnalité. Au fond, le Canadien devait être enchanté de ne pas l'avoir contre lui. Alors, monsieur, puisque Conseil n'existe pas, ne discutons qu'entre nous deux. J'ai parlé. Vous m'avez entendu. Qu'avez-vous à répondre ? Il fallait évidemment conclure, et les faux fuyants me répugnaient. Ami Ned, voici ma réponse. Vous avez raison contre moi, et mes arguments ne peuvent tenir devant les vôtres. Il ne faut pas compter sur la bonne volonté du capitaine Nemo. La prudence la plus vulgaire lui défend de nous mettre en liberté. Par contre, la prudence veut que nous profitions de la première occasion de quitter le Nautilus. Bien, monsieur Aronnax. Voilà qui est sagement parlé. Seulement, une observation, une seule. Il faut que l'occasion soit sérieuse. Il faut que notre première tentative de fuite réussisse. Car si elle avorte, nous ne retrouverons pas l'occasion de la reprendre et le capitaine Nemo ne nous pardonnera pas. Tout cela est juste. Mais votre observation s'applique à toute tentative de fuite, qu'elle ait lieu dans 2 ans ou dans 2 jours. Donc, la question est toujours celle-ci. Si une occasion favorable se présente, il faut la saisir. D'accord. Et maintenant, me direz-vous, Ned, ce que vous entendez par une occasion favorable, hein ? Ce serait celle qui, par une nuit sombre, amènerait le Nautilus à peu de distance d'une côte européenne. Et vous tenteriez de vous sauver à la nage ? Oui, si nous étions suffisamment rapprochés d'un rivage et si le navire flottait à la surface. Non, si nous étions éloignés et si le navire naviguait sous les eaux. Et dans ce cas ? Dans ce cas, je chercherais à m'emparer du canot. Je sais comment il se manœuvre. Nous nous introduirions à l'intérieur et les boulons enlevés, nous remonterions à la surface sans même que le timonier, placé à l'avant, s'aperçût de notre fuite. Bien, Ned. Épiez donc cette occasion, mais n'oubliez pas qu'un échec nous perdrait. Je ne l'oublierai pas, monsieur. Et maintenant, Ned, voulez-vous connaître toute ma pensée sur votre projet ? Volontiers, monsieur Aronnax. Eh bien, je pense, je ne dis pas, j'espère. Je pense que cette occasion favorable ne se présentera pas. Pourquoi cela ? Parce que le capitaine Nemo ne peut se dissimuler que nous n'avons pas renoncé à l'espoir de recouvrer notre liberté et qu'il se tiendra sur ses gardes, surtout dans les mers et en vue des côtes européennes. Je suis de l'avis de monsieur. Nous verrons bien. Et maintenant, Ned Land, restons-en là. Plus un mot sur tout ceci. Le jour où vous serez prêt, vous nous préviendrez et nous vous suivrons. Je me rapporte complètement à vous. Cette conversation, qui devait avoir plus tard de si graves conséquences, se termina ainsi. Je dois dire maintenant que les faits semblèrent confirmer mes prévisions au grand désespoir du Canadien. Le capitaine Nemo se défiait-il de nous dans ces mers fréquentées, ou voulait-il seulement se dérober à la vue des nombreux navires de toutes nations qui sillonnent la Méditerranée, je l'ignore. Mais il se maintint le plus souvent entre 2 eaux et au large des côtes, où le Nautilus émergeait, ne laissant passer que la cage du timonier, où il s'en allait à de grandes profondeurs,
car entre l'archipel grec et l'Asie mineure, nous ne trouvions pas le fond par 2000 mètres. Au milieu des eaux, un homme apparut, un plongeur, portant à sa ceinture une bourse de cuir. Ce n'était pas un corps abandonné au flot, c'était un homme vivant qui nageait d'une main vigoureuse, disparaissant parfois pour aller respirer à la surface et replongeant aussitôt. Je me retournai vers le capitaine Nemo et d'une voix émue, « Un homme, un naufragé. Il faut le sauver à tout prix. » Le capitaine ne me répondit pas et vint s'appuyer à la vitre. L'homme s'était rapproché et, la face collée au panneau, il nous regardait. À ma profonde stupéfaction, le capitaine Nemo lui fit un signe. Le plongeur lui répondit de la main, remonta immédiatement vers la surface de la mer et ne reparut plus. Ne vous inquiétez pas, c'est Nicolas du Cap Matapan, surnommé le Pêche. Il est bien connu de toutes les Cyclades, un hardi plongeur. L'eau est son élément, et il y vit plus que sur terre, allant sans cesse d'une île à l'autre et jusqu'à la crête. Vous le connaissez, capitaine? Pourquoi pas, monsieur Aronnax? Cela dit, le capitaine Nemo se dirigea vers un meuble placé près du panneau gauche du salon. Près de ce meuble, je vis un coffre cerclé de fer, dont le couvercle portait sur une plaque de cuivre le chiffre du Nautilus, avec sa devise « Mobilis immobile ». En ce moment, le capitaine, sans se préoccuper de ma présence, ouvrit le meuble, sorte de coffre-fort qui renfermait un grand nombre de lingots. C'étaient des lingots d'or. D'où venait ce précieux métal qui représentait une somme énorme? Où le capitaine recueillait-il cet or? Et qu'allait-il faire de celui-ci? Je ne prononçai pas un mot, je regardais. Le capitaine Nemo prit un à un ses lingots et les rangea méthodiquement dans le coffre qu'il remplit entièrement. J'estimai qu'il contenait alors plus de 1000 kilogrammes d'or, c'est-à-dire près de 5 millions de francs. Le coffre fut solidement fermé et le capitaine écrivit sur son couvercle une adresse en caractères qui devait appartenir au grec moderne. Ceci fait, le capitaine Nemo pressa un bouton dont le fil correspondait avec le poste de l'équipage. 4 hommes parurent et, non sans peine, ils poussèrent le coffre hors du salon. Puis, j'entendis qu'ils le hissaient au moyen de palans sur l'escalier de fer. En ce moment, le capitaine Nemo se tourna vers moi. « Et vous disiez, monsieur le professeur ?» « Je ne disais rien, capitaine. » « Alors, monsieur, vous me permettrez de vous souhaiter le bonsoir. » Et sur ce, le capitaine Nemo quitta le salon. Je rentrai dans ma chambre très intrigué, on le conçoit. J'essayais vainement de dormir. Je cherchais une relation entre l'apparition de ce plongeur et ce coffre rempli d'or. Bientôt, je sentis, à certains mouvements de roulis et de tangage, que le Nautilus quittant les couches inférieures revenait à la surface des eaux. Puis j'entendis un bruit de pas sur la plateforme. Je compris que l'on détachait le canot, qu'on le lançait à la mer. Il heurta un instant les flancs du Nautilus et tout bruit cessa. 2 heures après, le même bruit, les mêmes allées et venues se reproduisaient. L'embarcation hissée à bord était rajustée dans son alvéole et le Nautilus se replongeait sous les flots. Ainsi donc, ces millions avaient été transportés à leur adresse. Sur quel point du continent? Quel était le correspondant du capitaine Nemo? Le lendemain, je racontai à Conseil et aux Canadiens les événements de cette nuit qui surexcitaient ma curiosité au plus haut point. Mes compagnons ne furent pas moins surpris que moi. Mais où prend-il ces millions? À cela, pas de réponse possible. Je me rendis au salon après avoir déjeuné et je me mis au travail.
Jusqu'à 5 heures du soir, je rédigeais mes notes. En ce moment, devais-je l'attribuer à une disposition personnelle? Je sentis une chaleur extrême et je dus enlever mon vêtement de byssus. Effet incompréhensible, car nous n'étions pas sous de hautes latitudes, et d'ailleurs le Nautilus, immergé, ne devait éprouver aucune élévation de température. Je regardais le manomètre. Il marquait une profondeur de 60 pieds à laquelle la chaleur atmosphérique n'aurait pu atteindre. Je continuai mon travail, mais la température s'éleva au point de devenir intolérable. Est-ce que le feu serait à bord? J'allais quitter le salon quand le capitaine Nemo entra. Il s'approcha du thermomètre, le consulta et se retournant vers moi, 42 degrés. je m'en aperçois, capitaine, et pour peu que cette chaleur augmente, nous ne pourrons la supporter. Oh, monsieur le professeur, cette chaleur n'augmentera que si nous le voulons bien. Vous pouvez donc la modérer à votre gré? Non, mais je puis m'éloigner du foyer qui la produit. Elle est donc extérieure? Sans doute, nous flottons dans un courant d'eau bouillante. Est-il possible? Regardez, Les panneaux s'ouvrirent et je vis la mer entièrement blanche autour du Nautilus. Une fumée de vapeur sulfureuse se déroulait au milieu des flots qui bouillonnaient comme l'eau d'une chaudière. J'appuyai ma main sur une des vitres, mais la chaleur était telle que je dus la retirer. Où sommes-nous? près de l'île Santorin, monsieur le professeur, et précisément dans ce canal qui sépare Nea Kamenni de Palea Kamenni. J'ai voulu vous donner le curieux spectacle d'une éruption sous-marine. Mais je croyais que la formation de ces îles nouvelles était terminée. Rien n'est jamais terminé dans les parages volcaniques, et le globe y est toujours travaillé par les feux souterrains. Déjà, en l'an 19 de notre ère, suivant Cassiodore et Pline, une île nouvelle, Theia la Divine, apparut à la place même où se sont récemment formés ces îlots. Puis, elle s'abîma sous les flots pour se remontrer en l'an 69 et s'abîmer encore une fois. Depuis cette époque, jusqu'à nos jours, le travail plutonien fut suspendu. Mais le 3 février 1866, un nouvel îlot, qu'on nomma îlot de Georges, émergea au milieu des vapeurs sulfureuses près de Neo Kamenni et s'y souda. Le 6 du même mois, 7 jours après, le 13 février, l'îlot Aphroessa parut, laissant entre Nea Kamenni et lui un canal de 10 mètres. J'étais dans ces mers quand le phénomène se produisit et j'ai pu en observer toutes les phases. L'îlot Aphroessa, de forme arrondie, mesurait 300 pieds de diamètre sur 30 pieds de hauteur. Il se composait de lave noire et vitreuse, mêlée de fragments feldspathiques. Enfin, le 10 mars, un îlot plus petit, appelé Reka, se montra près de Neo Kamenni, et depuis lors, ces 3 îlots, soudés ensemble, ne forment plus qu'une seule et même île. Et le canal où nous sommes en ce moment? Le voici, vous voyez que j'y ai porté les nouveaux îlots. Mais ce canal se comblera un jour. C'est probable, monsieur Aronnax, car depuis 1866, 8 petits îlots de lave ont surgi en face du port Saint-Nicolas de Palea Kamenni. Il est donc évident que Nea et Palea se réuniront dans un temps rapproché. Si au milieu du Pacifique, ce sont les infusoires qui forment les continents, ici, ce sont les phénomènes éruptifs. Voyez, monsieur, voyez le travail qui s'accomplit sous ces flots. Je revins vers la vitre. Le Nautilus ne marchait plus. La chaleur devenait intolérable. De blanche qu'elle était, la mer se faisait rouge. Coloration due à la présence d'un sel de fer. Malgré l'hermétique fermeture du salon, une odeur sulfureuse insupportable se dégageait et j'apercevais des flammes écarlates dont la vivacité tuait l'éclat de l'électricité. J'étais en nage. J'étouffais. J'allais cuire. Oui, en vérité, je me sentais cuire. On ne peut rester plus longtemps dans cette eau bouillante. Non, ce ne serait pas prudent. Un ordre fut donné, le Nautilus vira de bord et s'éloigna de cette fournaise qu'il ne pouvait impunément braver. Un quart d'heure plus tard, nous respirions à la surface des flots. La pensée me vint alors que si Ned Land avait choisi ces parages pour effectuer notre fuite,
nous ne serions pas sortis vivants de cette mer de feu. Le lendemain, 16 février, nous quittions ce bassin qui, entre Rhodes et Alexandrie, compte des profondeurs de 3000 mètres, et le Nautilus, passant au large de Cérigo, abandonnait l'archipel grec après avoir doublé le cap Matapan. Chapitre 7. La Méditerranée en 48 heures. Il fut évident pour moi que cette Méditerranée, resserrée au milieu de ces terres qu'il voulait fuir, déplaisait au capitaine Nemo. Ses flots et ses brises lui rapportaient trop de souvenirs, sinon trop de regrets. Il n'avait plus ici cette liberté d'allure, cette indépendance de manœuvre que lui laissaient les océans, et son Nautilus se sentait à l'étroit entre ses rivages rapprochés de l'Afrique et de l'Europe. Aussi, notre vitesse fut-elle de 25 miles à l'heure, soit 12 lieues de 4 kilomètres. Il va sans dire que Ned Land, à son grand ennui, dut renoncer à ses projets de fuite. Il ne pouvait se servir du canot entraîné à raison de 12 à 13 mètres par seconde. Quitter le Nautilus dans ces conditions, c'eût été sauter d'un train marchand avec cette rapidité, manœuvre imprudente s'il en fut. D'ailleurs, notre appareil ne remontait que la nuit à la surface des flots, afin de renouveler sa provision d'air, et il se dirigeait seulement suivant les indications de la boussole et les relèvements du loch. Pendant la nuit du 16 au 17 février, nous étions entrés dans ce second bassin méditerranéen dont les plus grandes profondeurs se trouvent par 3000 mètres. Le Nautilus, sous l'impulsion de son hélice, glissant sur ses plans inclinés, s'enfonça jusqu'aux dernières couches de la mer. Le 18 février, vers 3 heures du matin, il se présentait à l'entrée du détroit de Gibraltar. Chapitre 8. La baie de Vigo. Le Nautilus en brisait les eaux sous le tranchant de son éperon, après avoir accompli près de 10 000 lieues en 3 mois et demi, parcours supérieur à l'un des grands cercles de la Terre. Où allions-nous maintenant? Et que nous réservait l'avenir? Le Nautilus, sorti du détroit de Gibraltar, avait pris le large. Il revint à la surface des flots, et nos promenades quotidiennes sur la plateforme nous furent ainsi rendues. J'y montai aussitôt accompagné de Ned Land et de Conseil. À une distance de 12 milles apparaissait vaguement le cap Saint-Vincent qui forme la pointe sud-ouest de la péninsule hispanique. Il ventait un assez fort coup de vent du sud. La mer était grosse, houleuse. Elle imprimait de violentes secousses de roulis au Nautilus. Il était presque impossible de se maintenir sur la plateforme que d'énormes paquets de mer battaient à chaque instant. Nous redescendîmes donc après avoir humé quelques bouffées d'air. Je regagnai ma chambre. Conseil revint à sa cabine, mais le Canadien, l'air assez préoccupé, me suivit. Notre rapide passage à travers la Méditerranée ne lui avait pas permis de mettre ses projets à exécution, et il dissimulait peu son désappointement. Lorsque la porte de ma chambre fut fermée, il s'assit et me regarda silencieusement. « Ami Ned, je vous comprends, mais vous n'avez rien à vous reprocher. Dans les conditions où naviguait le Nautilus, songer à le quitter eût été de la folie. » Ned Land ne répondit rien. Ses lèvres serrées, ses sourcils froncés, indiquaient chez lui la violente obsession d'une idée fixe. « Voyons, rien n'est désespéré encore. Nous remontons la côte du Portugal. Non loin sont la France, l'Angleterre, où nous trouverions facilement un refuge. Ah, si le Nautilus, sorti du détroit de Gibraltar, avait mis le cap au sud, s'il nous eût entraînés vers ces régions où les continents manquent, je partagerais vos inquiétudes. Mais nous le savons maintenant, le capitaine Nemo ne fuit pas les mers civilisées, et dans quelques jours, je crois que vous pourrez agir avec quelque sécurité. Ned Land me remarqua plus fixement encore, et, desserrant enfin les lèvres,
C'est pour ce soir. Je me redressai subitement. J'étais, je l'avoue, peu préparé à cette communication. J'aurais voulu répondre au Canadien, mais les mots ne me vinrent pas. Nous étions convenus d'attendre une circonstance. La circonstance, je la tiens. Ce soir, nous ne serons qu'à quelques milles de la côte espagnole. La nuit est sombre, le vent souffle du large. J'ai votre parole, monsieur Aronnax, et je compte sur vous. Comme je me taisais toujours, le Canadien se leva et, se rapprochant de moi, Ce soir, à 9 heures, j'ai prévenu Conseil. À ce moment-là, le capitaine Nemo sera enfermé dans sa chambre et probablement couché. Ni les mécaniciens, ni les hommes de l'équipage ne peuvent nous voir. Conseil et moi, nous gagnerons l'escalier central. Vous, monsieur Aronnax, vous resterez dans la bibliothèque à 2 pas de nous, attendant mon signal. Les avirons, le mât et la voile sont dans le canot. Je suis même parvenu à y porter quelques provisions. Je me suis procuré une clé anglaise pour dévisser les écrous qui attachent le canot à la coque du Nautilus. Ainsi, tout est prêt. À ce soir. La mer est mauvaise. J'en conviens, mais il faut risquer cela. La liberté vaut qu'on la paie. D'ailleurs, l'embarcation est solide, et quelques milles, avec un vent qui porte, ne sont pas une affaire. Qui sait si demain, nous ne serons pas à 100 lieues au large. Que les circonstances nous favorisent, et entre 10 et 11 heures, nous serons débarqués sur quelques points de la terre ferme ou morts. Donc, à la grâce de Dieu et à ce soir. Sur ce mot, le Canadien se retira, me laissant presque abasourdi. J'avais imaginé que, le cas échéant, j'aurais eu le temps de réfléchir, de discuter. Mon opiniâtre compagnon ne me le permettait pas. Que lui aurais-je dit après tout ? Ned Land avait 100 fois raison. C'était presque une circonstance. Il en profitait. Je n'avais pas revu le capitaine depuis notre visite à l'île de Santorin. Le hasard devait-il me mettre en sa présence avant notre départ ? Alors, j'en vins à me demander si cet étrange personnage était à bord. Depuis cette nuit, pendant laquelle le canot avait quitté le Nautilus pour un service mystérieux, mes idées s'étaient, en ce qui le concerne, légèrement modifiées. Je pensais, bien qu'il eût pu dire, que le capitaine Nemo devait avoir conservé avec la Terre quelques relations d'une certaine espèce. Ne quittait-il jamais le Nautilus ? Des semaines entières s'étaient souvent écoulées sans que je l'eusse rencontré. Que faisait-il pendant ce temps ? Et alors que je le croyais en proie à des accès de misanthropie, n'accomplissait-il pas au loin quelque acte secret dont la nature m'échappait jusqu'ici ? Toutes ces idées et 1000 autres m'assaillirent à la fois. Le champ des conjectures ne peut être qu'infini dans l'étrange situation où nous sommes. J'éprouvais un malaise insupportable. Cette journée d'attente me semblait éternelle. Les heures sonnaient trop lentement au gré de mon impatience. À 9 heures moins quelques minutes, je collai mon oreille près de la porte du capitaine. Nul bruit. Je quittai ma chambre et je revins au salon, qui était plongé dans une demi-obscurité, mais désert. J'ouvris la porte communiquant avec la bibliothèque. Même clarté insuffisante, même solitude. J'allai me poster près de la porte qui donnait sur la cage de l'escalier central. J'attendis le signal de Ned Land. En ce moment, les frémissements de l'hélice diminuèrent sensiblement, puis ils cessèrent tout à fait. Pourquoi ce changement dans les allures du Nautilus ? Cette halte favorisait-elle ou gênait-elle les desseins de Ned Land ? Je n'aurais pu le dire. Le silence n'était plus troublé que par les battements de mon cœur. Soudain, un léger choc se fit sentir. Je compris que le Nautilus venait de s'arrêter sur le fond de l'océan. Mon inquiétude redoubla. Le signal du Canadien ne m'arrivait pas. J'avais envie de rejoindre Ned Land pour l'engager à remettre sa tentative. Je sentais que notre navigation ne se faisait plus dans les conditions ordinaires. En ce moment, la porte du grand salon s'ouvrit et le capitaine Nemo parut. Il m'aperçut et, sans autre préambule... « Ah, monsieur le professeur, je vous cherchais. Savez-vous votre histoire d'Espagne ?»
On saurait à fond l'histoire de son propre pays que, dans les conditions où je me trouvais, l'esprit troublé, la tête perdue, on ne pourrait en citer un mot. Eh bien, vous avez entendu ma question? Savez-vous votre histoire d'Espagne? Très mal. Voilà bien les savants. Ils ne savent pas. Alors, asseyez-vous et je vais vous raconter un curieux épisode de cette histoire. Le capitaine s'étendit sur un divan et, machinalement, je pris place auprès de lui dans la pénombre. Monsieur le professeur, écoutez-moi bien. Cette histoire vous intéressera par un certain côté, car elle répondra à une question que sans doute vous n'avez pu résoudre. Eh bien, monsieur Aronnax, nous sommes dans cette baie de Vigo, et il ne tient qu'à vous d'en pénétrer les mystères. le capitaine se leva et me pria de le suivre. Autour du Nautilus, des hommes de l'équipage, revêtus de scaphandres, s'occupaient à déblayer des tonneaux à demi pourris, des caisses éventrées, au milieu d'épaves encore noircies. De ces caisses, de ces barils, s'échappaient des lingots d'or et d'argent, des cascades de piastres et de bijoux. Le sable en était jonché, puis, chargés de ce précieux butin, ces hommes revenaient au Nautilus, y déposaient leur fardeau et allaient reprendre cette inépuisable pêche d'argent et d'or. Je comprenais. C'était ici le théâtre de la bataille du 22 octobre 1702. Ici même avaient coulé les galions chargés pour le compte du gouvernement espagnol. Ici, le capitaine Nemo venait encaisser, suivant ses besoins, les millions dont il lestait son Nautilus. C'était pour lui seul que l'Amérique avait livré ses précieux métaux. Il était l'héritier direct et sans partage de ses trésors arrachés aux Incas et aux vaincus de Fernand Cortés. Saviez-vous, monsieur le professeur, que la mer contient tant de richesses? Comprenez-vous maintenant que je sois riche à milliards? Je le comprends, capitaine. Permettez-moi pourtant de vous dire qu'en exploitant précisément cette baie de Vigo, vous n'avez fait que devancer les travaux d'une société rivale. Et laquelle? Une société qui a reçu du gouvernement espagnol le privilège de rechercher les galions engloutis. Les actionnaires sont alléchés par l'appât d'un énorme bénéfice, car on évalue à 500 millions la valeur de ces richesses naufragées. 500 millions? Ils y étaient. Mais ils n'y sont plus. En effet, je les plains moins après tout que ces milliers de malheureux auxquels tant de richesses bien réparties eussent pu profiter, tandis qu'elles seront à jamais stériles pour eux. Je n'avais pas plutôt exprimé ce regret que je sentis qu'il avait dû blesser le capitaine Nemo. Stérile? Croyez-vous donc, monsieur, que ces richesses soient perdues alors que c'est moi qui les ramasse? Est-ce pour moi, selon vous, que je me donne la peine de recueillir ces trésors? Qui vous dit que je n'en fais pas un bon usage? Croyez-vous que j'ignore qu'il existe des êtres souffrants, des races opprimées sur cette terre, des misérables à soulager, des victimes à venger? Ne comprenez-vous pas? Le capitaine Nemo s'arrêta sur ces dernières paroles, regrettant peut-être d'avoir trop parlé. Mais j'avais deviné, quels que fussent les motifs qui l'avaient forcé à chercher l'indépendance sous les mers, avant tout, il était resté un homme. Son cœur palpitait encore aux souffrances de l'humanité, et son immense charité s'adressait aux races asservies comme aux individus. Et je compris alors à qui étaient destinés ces millions expédiés par le capitaine Nemo lorsque le Nautilus naviguait dans les eaux de la Crète insurgée.